Qui c'est qu'elle a? Toc toc. Eh ben, c'est Gérard. Moi, c'est Gérard Rufféras et je suis photographe. Un peu surpris d'être invité par vous deux. Aïe, aïe, aïe. Pas, Voilà. Ah, t'es photographe? Ah, absolument. je sais pas si on va pouvoir trouver des passerelles. Écoute, on va un peu essayer. Comment Ouais. on va tâtonner comment? Par exemple, j'ai assez envie de te demander, bah déjà si, je vais quand même, je vais pas faillir d'emblée à la manière dont on présente le temps d'une bière. Je vais dire juste comment on s'est rencontrés brièvement. Là, aujourd'hui, on est en Ardèche, dans un petit village qui s'appelle La Boule, où on a un ami qui s'appelle JP, on ne va pas en dire plus, qui fait un peu fonction d'ermite, qui vit entre Paris et une cabane très rudimentaire à une demi-heure de marche dans la montagne. Et un jour, on va rencontrer cet ami et on a eu la très bonne surprise de rencontrer Monsieur Gérard Uferas et d'apprendre qu'il était photographe, mais avant tout extrêmement humain. D'ailleurs, je ne te cacherai pas que je viens vers toi pour ton humanité. Après, la photographie, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça nous parle déjà plus, l'humanité, effectivement. Donc, Gérard, comment t'es arrivé, voilà la question un peu bateau, mais comment t'es arrivé à la photo après des études, après En fait, non, je suis devenu photographe, disons professionnel, après avoir fait un autre métier dans lequel je me suis ennuyé pendant très longtemps, pendant 7-8 ans. Et je travaillais dans un magasin de jeans, je vendais des jeans. Ah oui, Mais je me suis dit, après tout, en arrêtant ce boulot dans lequel je m'ennuyais, si je pouvais faire quelque chose qui m'intéressait. Et moi, j'avais toujours été intéressé par la photographie. ouais, Et la photographie, elle est venue dans ma vie tout jeune parce que mon père avait une passion pour les appareils photo qu'il collectionnait. Et c'est moi, tout gosse, qui les utilisais en fait. Et puis c'est passé aussi un truc un peu particulier. Quand j'avais, je crois, 11-12 ans, j'habitais à Montreuil, dans la banlieue de Paris, et j'avais deux copains. On était tout le temps fourrés tous les trois ensemble. Et on a décidé de découvrir Paris, parce que Paris, c'était quand même un peu loin, hein, il fallait prendre le métro pour y eh aller, oui. et de découvrir Paris par ses musées. Et on a commencé à écumer les musées, donc à l'âge de 11 ans, ce qui est quand même... Ah mais c'est incroyable, c'est inconcevable. Ouais. Bah, c'était particulier parce qu'en plus, il y avait rien qui, si tu veux, je viens pas d'une famille où on est particulièrement intéressé par les arts, enfin, Ah ouais. plus particulièrement, enfin, avec un intérêt très particulier pour les arts. Je sais pas ce qui nous est arrivé. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de m'être intéressé à l'art très tôt, très jeune, et le fait d'avoir pratiqué la photographie très jeune aussi, à cause de cette sorte de lubie qu'avait mon papa. Et Ouais. que par la suite, quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser très particulièrement à la photographie. Et puis, j'ai commencé à faire des photos pour moi, qui étaient des photos prises sur le vif, parce qu'en fait, oui, faut que je vous dise quand même que je suis surtout intéressé par la photographie prise sur le vif. Hein, Ouais, l'instantané. Ouais. oui, c'est ça. C'est une photographie où je n'interviens pas sur ce que j'ai devant mes yeux. Enfin, je suis, disons, j'essaye de traduire un peu l'émerveillement que j'ai devant certaines situations. Et, et moi, ce qui m'intéresse surtout, toi, tu parlais d'une rencontre humaine, bah, c'est surtout les gens, quoi, Ouais, ouais. les humains qui m'intéressent. Tu essaies Mais toujours de placer l'humain au centre de toutes tes photos, quoi. Oui, oui, oui. Sauf, j'ai eu une commande un jour pour Dior, pour la maison Dior, pour faire un livre sur des chaussures. Mais j'ai traité les chaussures un peu comme si c'était les des, personnages, tu vois, des célébrités. Enfin, je les ai mises vraiment en valeur. Chacune avait vraiment son caractère, et à chaque photo était très très différente. Et c'est comme si je percevais dans ces souliers qui avaient été créés par Roger Vivier, qui était un type absolument exceptionnel, le pied. l'esprit qui était à l'œuvre
C'est en fait, d'une certaine manière, c'était quelque chose de très humain, quoi, quand même. Oui, 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 oui. Il y avait presque le pied dans la. On pouvait deviner le pied qui habitait la chaussure. Enfin, c'était un peu Ouais, l'esprit, quoi. Mais ouais. moi, je suis très intrigué par ton histoire de musée. Tu as déjà essayé un peu, sans te mettre forcément sur un divan, je ne sais pas, mais d'essayer de pouvoir imaginer ce qui t'a percuté comme ça d'aller voir des musées. Parce qu'à 12 ans, je ne sais pas, moi, tu aurais pu découvrir Paris, je ne sais pas, moi, à travers ces terrasses de bistrot, à travers des magasins. C'est très curieux, ce tropisme-là, comme ça, vers les cultures, alors qu'apparemment, on ne voit pas l'origine, quoi. Tu vois pas l'origine visible, en tout cas. Hein, c'est ça? Écoute, j'en ai aucune idée, mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Enfin, j'ai besoin de la culture comme on a besoin d'oxygène, en fait. C'est ça. J'ai Et, besoin de... Oui. et, Mais et quel musée préférentiel au départ? Il y avait des attirances pour des musées particuliers? Écoute, je me souviens plus bien, Non? mais je sais que moi j'étais émerveillé par ces musées qui étaient dans leur jus. Par exemple, il y avait le Muséum d'histoire naturelle qui est resté très 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 longtemps dans son jus. C'était surtout les arts visuels. Bon, je parle là du muséum, mais Oui, c'était plutôt le musée d'art moderne. J'ai, oui, d'accord. le musée d'art moderne de la ville de Paris, à un moment, il a été absolument formidable. Enfin, il l'est encore, mais il a tous les musées qu'on connaît aujourd'hui, et, Mhm. ils ont tous été remaniés par rapport au musée, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais gosse. Mhm. Euh, quand, Mhm. quand, quand j'étais gosse, il y avait très très peu de gens qui allaient dans les musées. Peut-être au Louvre, mais sinon, la plupart des musées, c'est pas du tout le phénomène de société que c'est devenu ces dernières années. Ces dernières années, vraiment, où qu'on aille, enfin, quand les gens voyagent, ils arrivent dans une ville, bah, ils vont tout de suite au musée, quoi. Et ça fait partie des choses à voir, c'est les grands musées de chaque ville. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et quand je voyageais, je me souviens une fois, j'étais arrivé à Leipzig et c'était pas longtemps après la chute du mur, et le musée était dans son jus, mais il y avait personne, quoi. Ces chefs-d'œuvre qui attendaient comme ça un œil gourmand, alors qu'il y avait personne dans les couloirs. C'était marrant. Et donc, tout à l'heure, on a parlé un peu on a commencé par l'exception. On a parlé du fait que tu avais participé à une campagne de chaussures. Oui. Mais est-ce que tu peux un peu nous faire le profil type, nous parler des principales thématiques qui Ben, t'inspirent aujourd'hui? en fait, moi, j'étais surtout émerveillé donc par des photographes du réel. Et les grandes figures qui m'ont vraiment estomaqué quand j'ai découvert la photographie, ça a été Cartier-Bresson, Kertész, Willy Ronis, qui est devenu par la suite un très très grand ami, euh, Koudelka, Jane Smith, sont donc des photographes qui sont plutôt dans la veine humaniste, qui mettent l'humain au centre vraiment de leurs préoccupations, et qui ont, disons, un rapport empathique avec les gens qu'ils côtoient, quoi. Et, alors, quand j'ai arrêté ce métier dans lequel je m'ennuyais et que je suis devenu photographe, j'ai eu la chance de devenir photographe en travaillant pour Libération. Et, euh, Et ça a été une rencontre extraordinaire avec un type qui s'appelle Christian Cojol, qui était à la tête du service photo et qui avait une très très grande curiosité, et qui écrivait sur la photographie d'une façon formidable, parce que auparavant il y avait pas mal de gens. Enfin, quand j'étais plus jeune, la plupart des gens qui écrivaient, c'était des gens qui avaient une écriture très théorique. Mhm. Et ce qui était extraordinaire chez Christian, c'est qu'il avait vraiment une écriture sur les photographes qui était très humaine. Et donc, j'ai commencé à travailler pour Libération.
Et je faisais un peu de tout. Je faisais des reportages, je pouvais faire des manifs, mais je faisais des portraits, je faisais toutes sortes de reportages. Mais il y a un truc qui me gênait un petit peu dans ma pratique avec Libération, et c'était que c'était toujours trop rapide. C'est-à-dire que tu allais faire un reportage, tu restais 1 heure, il fallait vite rentrer au journal, développer les films, faire les tirages et tout. On était soumis à un rythme, tu pouvais pas rester longtemps sur un sujet. Et même quand ce qui était extraordinaire à Libération à l'époque, c'était que c'était vraiment un carrefour de gens vraiment avec des écritures très très différentes les unes des autres. Chacun était vraiment avait son écriture, et la Libération était lue par tout le monde à l'époque. Et ça avait vraiment un écho énorme. Et ce qui fait que quand tu travaillais pour Libération, tu travaillais très rapidement pour la plupart des autres journaux ou des autres magazines, parce que tout le monde regardait Libération. Et si tu étais un petit peu talentueux, tu étais tout de suite repéré. Et, et donc, même si tu travailles, moi je travaillais beaucoup pour Libération, mais j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'autres journaux. Mais Et tu as été repéré, en fait. pardon. Tu as été repéré. Tu as été... Oui, j'ai eu cette chance d'être repéré par Christian, Oui. et, et puis j'ai travaillé beaucoup pour beaucoup d'autres journaux. Mais ce qui me manquait, c'était de trouver un sujet sur lequel passer du temps. Oui. Et j'avais envie de passer du temps pour mieux connaître un univers et avoir la possibilité de construire peu à peu, euh, disons, un corpus, un ensemble d'images qui racontent une histoire et qui racontent aussi ce que je ressens sur ce que je vois. Comment tu as fait pour atteindre ce rêve, cette volonté d'évoluer dans ta pratique pour pouvoir effectivement faire des choses qui te permettaient de t'intéresser de façon approfondie à des sujets? Mais en fait, ça a été un coup de chance. Enfin, dans la vie, c'est souvent des questions de rencontre. Euh, et Jean-Pierre, je l'ai rencontré à la boule, c'est quand même c'est un lieu improbable, quoi. Il faut vraiment y aller à la boule, quoi. Oui. Ou t'y perdre, ou te perdre complètement et te retrouver à la boule. Tu Mais perds la boule, ouais. ouais. Et, donc, je travaillais beaucoup pour Libération. Et puis Christian, qui en avait un petit peu marre de s'occuper que du journal, que d'un quotidien, il connaissait tellement de photographes dans le monde entier. Il attirait vraiment des photographes formidables. Il s'est dit, et puis aussi, il se rendait compte que il y avait une soif d'écriture différente dans d'autres journaux et tout. Il s'est dit, ce serait formidable de monter une agence et d'essayer de, 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 de faire bénéficier à d'autres magazines des regards qu'il connaissait, des photographes qu'il connaissait, et puis aussi de faire travailler des photographes étrangers, etc. C'était une sorte de carrefour comme ça. Et il a donc créé une agence, et il m'a demandé d'y participer. Moi, j'étais tout jeune photographe, j'étais photographe depuis moins d'1 an, et à l'époque, cette agence-là, il y avait vraiment les photographes les plus intéressants du moment étaient dedans dans cette agence-là. J'ai dit à Christian, écoute, tu trouves pas que c'est un peu prématuré quand même? Moi, j'ai même du mal à dire aux gens que je suis photographe parce que je trouve ça un peu prétentieux. Et, ça fait même pas 1 an que je suis photographe. Il me dit, si, je veux que tu t'en fasses partie. Donc, j'ai fait partie de cette aventure-là. Et il y a eu une commande qui a vraiment complètement bouleversé ma vie. Il y avait à l'époque une personne qui dirigeait la bibliothèque de l'Opéra de Paris, qui s'appelait Martine Kahn, et qui connaissait Christian, et ils avaient discuté ensemble, et ils avaient monté un projet. Alors ce projet, c'était ça. On lâche une dizaine de photographes
dans l'opéra, au Palais Garnier, avec une carte blanche. Et à la fin de leur carte blanche, on fait une exposition, une vente aux enchères, et le produit de la vente aux enchères servirait à la rénovation de la bibliothèque de l'opéra. Et donc, c'est parti là-dessus. Alors, il y avait des photographes de l'agence Vue, mais comme Christian connaissait, enfin, il avait vraiment une ouverture sur le monde photographique. Il y avait aussi Jean Loussièvre, qui était une grande figure de la photographie française. Il y avait Marie-Hélène Marr, qui était une immense photographe américaine. Il y avait, enfin bon, il y avait plein de gens. Et alors, sitôt que j'ai passé les portes de l'opéra, ça a été un émerveillement pour moi. Ok, donc là, ça y est, c'est la confirmation. Bon, tu le sais pas forcément, mais l'émerveillement, on peut dire aujourd'hui, en tout cas a posteriori, que ça a été ce qui t'a vraiment donné ce déclic d'enthousiasme pour travailler par la suite avec les musées, quoi. Alors, en fait, j'ai fait plein de très grands projets parce que, comme je vous disais, j'étais embêté parce que je trouvais que on passait trop peu de temps sur un sujet. En plus, quand tu faisais des photos, euh, t'as- tu donnes plein de photos aux journaux et puis tu as des personnes ensuite qui prennent la suite, qui choisissent pas forcément les photos que tu préfères, qui les agencent à leur manière et qui racontent une histoire d'une certaine façon qui me satisfaisait pas toujours, quoi. Ou même pour vous dire franchement, qui me satisfaisait pratiquement Jamais. tellement rarement, quoi. Mm, C'était extraordinaire quand il y avait vraiment une belle parution qui respectait vraiment ce que j'avais ressenti, moi. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer sur un grand projet et à C'était partir, quoi? Ouais. pardon? C'était quoi ce grand projet premier? Et ben, le premier projet, ça a été l'opéra. Et ce que je vous disais, c'est que c'était vraiment, j'étais comme un gosse quand je suis rentré dans l'opéra. Parce que c'est un lieu, à la fois c'est un lieu de travail, et il y a plein de métiers différents. T'as des gens qui travaillent sur les décors, t'as des gens t'as les musiciens, t'as les chanteurs, t'as les Ouais, danseurs, t'as les gens de ménage, t'as ouais, c'est tous ça, les métiers. l'électricien. Oui. T'as les électriciens, t'as les gens qui s'occupent des accessoires, t'as les C'est un figurants. vivier fabuleux, vraiment. Oui. Et ce sont euh, que des gens qui sont passionnés par leur métier. Et donc j'étais là dans un milieu où je trouvais que des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, et c'est des gens qui travaillaient ensemble. Et en plus, c'était quand il y avait le spectacle, c'est un lieu très particulier qui est complètement fermé. C'est-à-dire que et alors en plus il y a aussi les spectateurs parce que les spectateurs aussi ça m'intéressait de les photographier. Et J'imagine. donc je photographiais tout, quoi. Et c'est un milieu entre le monde réel et le monde de la culture, le monde de l'imaginaire qui m'intéressait depuis mes premières déambulations avec mes copains dans les musées. Mhm. Et, ça m'émerveillait. Et qu'est-ce que tu as. Ces photos, elles ont été traduites en livres? Il y a eu des parutions autour de ça? Alors oui, alors donc on n'a pas fait une vente aux enchères, on a fait une exposition et puis il y avait un numéro spécial de Globe, à l'époque qui était un magazine qui était très important. Et mais moi j'avais envie de continuer ce truc-là parce que j'ai dû travailler, je sais pas, peut-être 3 semaines ou un mois, je sais plus. Et moi ce que je voulais c'est que passer cette aventure-là, et ben faire un livre sur Oui, l'Opéra de Paris. c'est vrai. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé malade. Et j'ai eu une maladie, j'ai eu une péricardite, c'est une infection sur la surface du cœur. Et, Ouais. et ça m'a mais vraiment bloqué et j'ai pas pu travailler pendant un moment. Et quand j'ai pu retravailler, bah, il fallait gagner sa vie et c'était difficile de reprendre ce projet-là tout de suite. Et je l'ai eu, je crois, 2 ans plus tard, ou un an plus tard, une commande
pour faire un sujet sur l'opéra comique. Mhm. Et à nouveau, je me suis retrouvé dans un théâtre, passé l'entrée des artistes, et à nouveau, j'étais sous Tout le charme, quoi. ouais, sous le charme, comme un sortilège, tu vois, le genre de truc qui t'attrape et puis qui rentre en résonance avec quelque chose de très profond chez toi. Tu sais pas trop comment, mais ça t'émerveille. T'as qu'une envie, c'est de retourner le lendemain. Tu comptes plus ton temps. C'est ta Tu, vie, en fait. C'est ta vie. Tu te dis, là, je suis à ma place, quoi. Vraiment. C'est ça, ah, non? oui, c'est ça. Et puis oui, je sais pas si t'es à ta, mais c'était tellement merveilleux de voir les gens travailler, euh, de les voir construire ensemble. Mm. C'était formidable, vraiment. Mm. Alors du coup, en ayant fait ce deuxième reportage dans un opéra, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de faire un grand projet. Et à l'époque, c'était dans les années 90, début des années 90, on parlait beaucoup d'Europe. Là, Oui, maintenant, l'Europe, c'est vraiment une Europe disons, qui oui. se pose beaucoup de questions, en crise qui est déjà bien établie, et on se pose beaucoup de questions par rapport à l'Europe. Mais à l'époque, c'était vraiment un espoir. Et je me suis dit, mais alors, ça vaudrait peut-être le coup d'envisager de faire un projet européen, parce qu'après tout, l'opéra ou le ballet, c'est un vocabulaire, enfin, disons que c'est un médium qui est commun à tous ces pays. Oui. Et chacun le traduit à sa façon, chacun l'enrichit à sa façon. Parce que dans le répertoire d'opéra, il y a des opéras russes, il y a des opéras français, des opéras de et chaque créateur Sa couleur, un peu. ouais, apporte sa couleur. Et dans sa couleur, c'est aussi la couleur de sa culture. Donc c'est Mm. aussi la couleur de son pays. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa parce que il y a des opéras dans tous les pays d'Europe et ils ont tous le même répertoire, mais ce qui change, c'est la façon Donc, il le monte. Ouais, ouais. Il dont ils le interprète. traduisent et tout. Et le public aussi, c'est le Mm. public du pays. Et j'ai eu la chance d'être aidé euh, par un musée qui était consacré à la photographie, qui a beaucoup aimé mon travail, qui m'a commandé un travail sur les opéras suisses. Et là, je suis parti, j'ai présenté la Villa Médicis sur les murs, et je l'ai eu. Et Wow. ce prix-là m'a permis de voyager dans toute l'Europe ensuite pendant des années. Et Donc, ça, ça veut dire la Scala, ça veut dire. ça veut dire la Scala, ça veut dire, je sais pas, Glyndebourne Oui, euh, oui, ou oui. Covent Garden. Enfin, D'accord. je me suis baladé dans toute l'Europe. À la fin de mon périple en Europe, je crois que j'avais fait 23 ou 24 opéras différents. Donc, Ah ouais. alors, tu vois, j'ai travaillé à Barcelone dans un très grand opéra, mais par exemple, j'ai travaillé à Wexford, en Irlande, qui est un tout petit opéra qui a une toute petite saison. C'est un festival qui doit être en novembre, un truc comme ça. Alors vraiment, t'imagines, il pleut, il fait froid, Oui, oui. tu vois. Pas très Et, attirant, oui. ouais. Et- Et alors, ce et- qui est génial, par exemple, à Wexford, c'est que c'est tenu que par des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Et tout Et, ça, c'était en partenariat avec les institutions européennes ou c'était bah, c'est un projet c'est-à-dire que j'avais eu cette bourse Villa Médicis sur les murs, il y avait un petit peu d'argent là-dedans. J'ai intéressé Kodak, qui est parti sur le projet. J'ai intéressé aussi un laboratoire photo qui m'a aidé. Bah, c'est toute une somme de bonne volonté et qui m'a permis de faire ce boulot. Et ça me plaisait tellement que je me disais, ce truc-là, je vais le faire toute ma vie. Je ne voyais pas m'arrêter. Et, Donc, et, ouais, mais comme on est un peu limité par le temps, je suis désolé, hein. ouais. J'ai envie de te. Donc là, je crois que tu as vraiment posé un peu la rampe de lancement. Et ça veut dire que par la suite, est-ce que tu as publié des livres, tu as travaillé, tu peux nous dire un peu ce que tu as, où Ouais, on peut alors trouver si les gens qui nous écoutent, nous regardent, ils sont intéressés pour trouver un peu ton travail,
acheter tes bouquins, tout ça, tu peux nous dire? Alors, ce qui est peut-être le plus simple, c'est d'aller sur mon site, hein, c'est mon Oui, nom, Pierre Rochas. Mais effectivement, oui, j'ai fait un livre. Je me suis arrêté un moment parce que ce musée de l'Élysée, là, de Lausanne, m'a demandé d'exposer le travail. On a fait oui, un premier livre et sur l'opéra, bah, il y a eu plusieurs livres. Euh, et, d'accord. et le livre dont je suis le plus content, disons, de ce travail-là, et aussi à cause du titre, c'est appelé Un fantôme à l'opéra. Et j'étais comme le fantôme de l'opéra, si tu veux, Oui, je hantais les opéras comme un fantôme. oui, Et, d'accord. et alors, de fil en aiguille, euh, moi qui pensais que ce truc-là allait durer toute ma vie, et ben finalement j'ai fait plein d'autres grands projets. Oui, De l'opéra, je suis passé à la mode. J'ai fait un très très grand travail sur les coulisses des défilés, et j'ai fait ça pas seulement à Paris, mais aussi à Milan, à Londres, à New York, à Milan, oui. Et, euh, et puis dans toute l'Europe, j'ai fait la plupart des grandes écoles de mode. Après, j'ai fait, je suis revenu à l'Opéra de Paris et là, je me suis surtout consacré à la danse et j'ai fait un livre sur le ballet de l'Opéra de Paris. Après, j'avais envie de faire un truc disons, plus social ou plus humain. J'étais, euh, comment dire, j'étais excédé par la montée du Front National. Moi, je suis un fils d'immigrés. Mes parents, ce sont des Juifs qui viennent d'Europe centrale. On est arrivé en France parce que ils fuyaient les pogroms et tout. Et je voyais cette montée de l'intolérance. Je n'en pouvais plus de ça. Et j'ai eu l'idée de faire un projet qui a été aussi un très grand projet où qui s'est appelé Paris d'amour, qui a été exposé à l'Hôtel de Ville de Paris, qui était un projet où j'ai photographié 70 mariages EPAX dans toutes les communautés qui vivent à Paris. Et je voulais montrer qu'en fait, les gens se ressemblent tous, on a tous les mêmes aspirations, on a envie un jour de pouvoir rencontrer l'amour, de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants, et tout ça, ça veut dire vivre ensemble. Et ça a marché, ce projet? Tu as eu vraiment des beaux retours? Oui, ça a très bien marché. Ça a été exposé à l'Hôtel de Ville de Paris. Il y a eu 60 000 visiteurs. Ah oui, Dis donc, dis Et donc. il y a eu un livre aussi. Enfin, Mhm. tous ces grands projets ont amené des bouquins. Il y a eu un livre et l'exposition a beaucoup voyagé. Mhm. Elle a voyagé à l'étranger et en France, pas mal. Tu Et sais que ça, après, moi pardon. qui suis, je suis un être très gourmand, très curieux. D'ailleurs, Oui, le mot curieux, si tu traduis to cure en anglais, c'est soigner et les yeux. Moi, je dis que d'être curieux, c'est signe de bonne santé, mais en plus, ça soigne les yeux. C'est pas mal pour des gens comme nous. Donc, c'est bien parce que, voilà, on sent déjà dans ta voix à quel point tu as plaisir. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment l'impression que tu es plein avec ta vie par rapport à ce que tu fais. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui font des choses que pour l'argent ou pour survivre. Là, tu fais des choses qui te nourrissent et ça, c'est merveilleux. ouais, Mais mais enfin, tu sais, j'ai quand même beaucoup. J'ai oui, je ne passé. dis pas que tu n'as pas galéré, Gérard, je suppose, comme tous les Non, 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 artistes. non, c'est pas ça. C'est que j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire des boulots pour les entreprises, Oui, on ne va pas idéaliser. J'imagine qu'il y a eu des c'est trous. pas, j'ai pas fait que ça dans ma vie, quoi. J'entends, j'entends. Mais oui, donc moi je voulais passer, je te parlais de curieux, je te parlais, là on parle de la photo. Est-ce que tu pourrais tenter parce que tu sais que c'est une émission entièrement, non, on a dit quoi, bimensuelle et cécitaire. Les intervieweurs, ils ne voient pas grand-chose. Est-ce que Ouais, tu pourrais essayer de nous faire sentir une photo ou deux par les mots? Est-ce que tu ouais. as quelque chose auquel tu peux avoir accès en tendant la main? Oui. Que moi, j'ai qu'un verre de bière, je peux te le décrire, mais. Je sais pas. Est-ce que tu veux une photo d'opéra, par exemple, ou une photo de musée, ou tu veux Ouais. commencer par Alors, l'opéra? moi, dans la discussion que j'avais eue avec toi, quand on t'a Ouais. rencontré là-haut dans la montagne, Oui. qui m'avait vraiment touché, mais touché vraiment,
C'est quand tu regardes les gens qui regardent une œuvre, quelconque, tableau ou autre, et que tu Oui. photographies ces gens, et tu m'avais parlé, j'étais mais sous le charme. C'est un moment d'éternité que j'ai vécu avec toi là. Donc je ne sais pas si tu peux nous ramener quelque chose comme ça. Ah oui, je peux vous parler Il y a de Julien en arrière-plan là-haut qui est aux manettes qui nous dit je me souviens très bien de l'intensité de ce moment. Ah, Désolé Nico, tu n'étais pas là. Ah non, je ne peux pas être partout. bon, ben alors, je Ouais, vais, pour te trouver, je vais vous décrire deux, trois photos oui, qui, qui ont été importantes pour moi oui. dans ma vie de photographe. Alors, si tu veux commencer par une photo de musée, Oh, j'ai vas-y. alors, puisque tu parlais des… Alors, ce travail sur les musées, j'y pensais depuis très longtemps. Et puis, souvent, bah, j'ai une idée, et puis, mais je suis pas sûr si elle est bonne ou pas. Donc, je me pose des questions, et puis, donc ça faisait très longtemps que j'y pensais. Et puis, à un moment, je me suis dit, ah, écoute, maintenant, ça suffit, hein, quoi. Il faut arrêter de cogiter et tout. Il faut y aller. Faut y aller. Donc, Mm. je me suis dit, je pars au Louvre, et puis parce que c'est le plus grand des musées, et puis je vais voir si dans une journée je vais réussir à faire quelque chose. Donc je vais je vais au Louvre, et dans la journée, alors il faut dire que c'est assez miraculeux parce que voilà, là le projet sur les musées, je sais pas s'il est terminé. En tout cas, je viens de faire une maquette de livre, et dans cette maquette, il y a 236 images. Donc c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Mais ça veut dire qu'il y a des… un jour, il faudrait que je m'amuse à calculer le nombre de fois où je suis allé dans les musées pour savoir combien… Parce qu'en fait, Le pourcentage, parce que tu as c'est gardé même comme pas ça. que je le pense. Parce que quand tu vas dans un musée, tu espères toujours faire une bonne photo. Mais une bonne photo, qu'est-ce que c'est d'abord? Une bonne photo, c'est un miracle. Tu vois, Ah ouais, ah ouais. c'est vraiment un miracle. Parce que une bonne photo, bah d'abord, tu peux toujours espérer faire une bonne photo. Mais dans les photos que j'aime faire, c'est-à-dire ces photos de la réalité, c'est une bonne photo, c'est absolument équivalent à un truc que tu n'as jamais vu. Donc tu pars trouver l'inconnu, tu vois. Tu pars C'est trouver… absolument pas de la mémoire, c'est absolument pas une volonté de réussir, c'est pas possible. Ah bah tu C'est peux toujours, tu peux oui, toujours tu peux avec toujours, mais des ça marche intentions. pas. Ouais. Et quand ça marche comme ça, Mm. eh ben la photo est pas terrible. Ok. Et je vais te raconter un truc qui était que disait Édouard Bouba, qui était un immense photographe, un type qui avait un œil mais vraiment pétri de poésie. Alors on lui a demandé pourquoi est-ce que vous faites des photos? Alors il a dit ah, pourquoi est-ce que je fais des images? Pourquoi je fais des images? Parce que image, magie. Alors ce qu'il disait, c'est que une bonne image, pour lui, ça devait être l'anagramme du mot magie. C'est-à-dire qu'une bonne image, il faut qu'elle soit magique. Et moi, je pense comme lui. C'est-à-dire que vraiment, une très bonne image, c'est tu es comme dans comme l'histoire de la lampe d'Aladin. C'est-à-dire que tu frottes la lampe d'Aladin, et puis de la lampe d'Aladin, il y a une sorte de génie qui sort et qui te raconte une histoire. Ben, c'est ça une bonne photo. Tu te frottes la rétine sur la photo, et tu as quelque chose qui te raconte une histoire. Et alors, qui te raconte une histoire, pas avec des mots, avec cette logique qui est une logique visuelle, mais qui te raconte une histoire comme toi, tu vas écrire un poème. Oui, mais c'est un langage de toute façon, la photo. Oui, oui, mais elle te raconte une histoire, et elle t'envoûte. Et puis, tu refermes la lampe d'Aladin, le génie repart dedans, et tu te dis, bon, ça va, quand je vais rouvrir la lampe d'Aladin, il n'y aura plus rien, quoi. Mais une vraie bonne photo, tu refrottes ta lampe, et tu as le génie qui te ressort un truc et qui t'émerveille. C'est comme les enfants à qui tu racontes toujours la même histoire, ils sont toujours émerveillés. Et ben, c'est ça une bonne photo. Alors, en as-tu une sous la main?
Alors, je vais t'en raconter une. Donc, un Oui, jour, raconter une photo, ça c'est. Raconte-nous une image. alors, je te l'ai déjà raconté celle-ci, mais j'y tiens beaucoup. Oui, oui. Et bon, Même toi, si on n'est pas sage comme des images, tu peux nous raconter une image. voilà. Alors, cette image, déjà, je vais vous raconter les circonstances de prise de vue de l'image. C'était un jour où j'étais au musée d'Orsay et je commençais à avoir un début de rhume et je me sentais patraque et j'avais un peu de fièvre. Alors, il y a un truc que je supporte pas, enfin que j'ai du mal à supporter, mais certainement comme tous les photographes, c'est de pas faire de bonnes photos, tu Oui, vois. oui. Donc, je vais dans un endroit et je prie pour que quelque chose arrive. Alors, le truc, c'est comme je te disais, c'est à la fois c'est une maîtrise parce que tu dois maîtriser bien évidemment ton appareil photo, etc. et tout. Mais c'est aussi un lâcher prise parce que une bonne photo, c'est vraiment la traduction d'une émotion. Et si tu es dans une attente particulière, ou si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas avec ce que tu vis, ce que tu vois, tu n'auras jamais une émotion. Parce que tu seras dans ton truc, dans une sorte de maîtrise de quelque chose, et tu vas laisser passer la rencontre. Toujours en Et, décalage, en fait, oui. et ce jour-là, j'en avais marre, quoi. Ça faisait 2 heures que j'étais dans le musée, je me baladais, je voyais rien. Et puis, je me disais, écoute, t'es con, quoi. Tu commences à être enrhumé, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Euh, Il n'y a pas et, de pire raison. tu vois, te faire un grog et puis t'occuper de toi avant que ça dégénère, tu te retrouves vraiment pas bien, quoi. Oui. Donc, je finis par, malgré moi, euh, prendre la décision de partir. Et je pars, je sors. Donc, je descends. J'étais au niveau des impressionnistes, c'est-à-dire, ça doit être à l'étage, au 5e étage, je crois. Et, euh, et je descends. Et puis, je vais pour quitter le musée. Et là, j'ai un choc. Je vois une petite dame qui trottine et qui rentre dans le musée. Et cette petite dame, c'est une japonaise en costume traditionnel, c'est-à-dire en kimono, avec, vous connaissez ces petites claquettes qui sont, tu Oui, sais, oui, oui. elles ont des chaussettes avec très particulières, avec juste le pouce qui permet de porter ces chaussures particulières. Et comme le kimono, c'est une tenue qui est toute droite, tu marches avec des petits pas. Donc elle trottinait à petits pas et avec un très joli sac qui était aussi dans les mêmes motifs absolument merveilleux d'un graphisme formidable avec des couleurs magnifiques de son kimono. Et, et je suis abasourdi. Et d'un seul coup, j'oublie la fatigue, j'oublie le rhume, début de fièvre, et je rebrousse chemin et je la suis. Et cette fille-là connaissait très bien le musée parce que normalement, quand on monte aux impressionnistes, on prend un escalator. Mais elle savait qu'il y avait un autre moyen d'y aller, par un ascenseur. Donc elle va directement à l'ascenseur sans même se préoccuper de l'escalator. Et donc tu vois que c'est une habituée, ça c'est sûr. Et elle a parcouru toute la nef centrale d'Orsay. Elle allait aux impressionnistes, elle voulait vraiment le faire. Donc je la suis, elle arrive à l'étage des impressionnistes, et là, elle va d'un tableau à un autre, en trottinant, mais très rapidement, et il se passe strictement rien. Et je suis là, en train de prier le Dieu des photographes, que, que la Providence m'aide. Et, et il y a un truc que disait Douaneau aussi, c'est je crois que la plus grande qualité des photographes, c'est de croire, malgré toute logique, à l'éventualité d'un miracle. Ok, Donc, oui. elle passe d'un tableau à un autre, et en plus, c'est une journée, mais où c'est bourré de gens. Il y a plein de gens partout. Je me dis, non, enfin, vraiment, il faudrait vraiment que j'ai une chance extraordinaire pour que quelqu'un se passe et qu'en plus, il n'y ait pas 10 personnes qui soient devant moi, quoi. Et, euh, et à un moment, elle arrive, et là, le miracle arrive, et je fais 2 photos. Alors, je vais vous raconter la photo.
Donc, c'est une photo qui est horizontale. Parce que moi, je travaille avec du 24-36, donc c'est pas un format carré, c'est un format rectangulaire. Mhm. Et cette photo-là, elle est donc horizontale. Et sur cette photo-là, il y a deux tableaux qui sont des tableaux de Monet, qui sont de Claude Monet, qui sont sur chacun des tableaux, on voit une femme qui est dans la campagne. On imagine un champ de blé, on imagine le vent qui fait plier doucement. Les épis, Et, ouais. je sais plus si c'est un champ de blé, mais enfin, je crois que c'est à peu près ça. Enfin, mon impression, en tout cas, c'était ça. Et comme elles sont dans des robes à crinoline, c'est-à-dire très très longues robes, Ah oui. avec une silhouette affinée à la taille et avec des rubans. Elles ont je crois, un chapeau à ruban, un chapeau en paille à ruban. Et il faudrait que je vérifie ensuite si je vous dis pas de bêtises. Et elles ont une ombrelle pour se protéger Ah, du soleil. Et on sent cette merveille qui est soit le bonheur d'une lumière d'été qui réchauffe avec cette brise qui passe. Et c'est une lumière qui chatoie, c'est une lumière dorée, c'est une lumière qui vit, il fait du bien. Hein. qui fait du bien, ouais, vraiment. Oui, c'est ça. Et donc, c'est deux tableaux verticaux. Et, Mhm. et à droite, donc, vous avez ce cadre rectangulaire, ce Mhm. mur sur lequel il y a ces deux tableaux verticaux, et à droite de l'image, il y a cette dame que j'ai suivie, qui est comme un écho Des tableaux. des tableaux à je sais pas, à deux siècles de distance ou un siècle et Ça. demi de distance, Ah, c'est ça. et, et, euh, et qui euh, est dans une sorte de… Elle regarde avec attention, elle porte sa main au menton et elle a comme elle se tourne un peu vers les tableaux, elle a une sorte de déhanché au niveau de la nuque et c'est d'une douceur merveilleuse. Et c'est un moment de sérénité. C'est-à-dire que ce musée où il y avait des milliers de personnes, Ah, du d'un seul coup, bruit, il a la disparu, réponse. Ouais. tout a disparu. Il y avait du bruit, il n'y a plus aucun bruit, on entend juste le vent, et c'est comme si elle est happée par ce qu'elle voit, elle est presque en conversation télépathique avec ces deux femmes. Voilà, donc on a permis aux gens de découvrir cette image et au-delà de ça, tout ton univers qui, pour nous, était certes compliqué à appréhender, mais vraiment, tu as vraiment réussi à nous emmener dans tes livres, dans tes photos, à travers musées et opéras. Et donc, pour ça, merci beaucoup encore, Gérard, de nous avoir accordé ce temps. Et donc voilà, l'émission malheureusement se terminée. Jean-Pierre, est-ce que tu veux peut-être raconter une expérience très rapide de photographie? Ah oui, Gérard, on t'en fait une en 30 secondes. Un jour, j'étais sur une terrasse en Ardèche avec mon téléphone à la main et il y avait un chat qui ronronnait à côté de moi. Je me suis dit, je vais faire une photo Facebook. La photo de l'aveugle Facebook pour m'amuser. Et j'ai pris une photo et ça a fait rire beaucoup de monde. Mais moi, je ne savais pas ce que j'avais pris. J'avais touché le chat et puis je m'étais positionné. Et en fait, on voyait la queue du chat et le trou du queue du chat. Voilà. Voilà. La photo de l'aveugle. Mais, Voilà. Ben, mais il y avait ce que disait aussi Cartier-Bresson, il disait qu'une bonne photo, c'est quand tout est aligné, le cœur, l'œil et l'esprit. Et donc la photographie, ce n'est pas qu'une question de Dieu, c'est surtout une question d'émotion, je pense. Hein. Merci. Merci. en tout cas, on a touché les émotions du bout des doigts, si ce n'est pas avec les yeux. Et voilà, donc l'émission se termine. Comme toujours, on rappelle que c'est une émission qui est ouverte à tous. Et donc, si vous avez l'envie de partager une passion, votre métier ou que sais-je d'autre, n'hésitez surtout pas à nous écrire à Jean-Pierre et à moi.
et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Jean-Pierre, un petit mot? Non. Non? Bon, écoutez. Voilà. Il a plus envie de parler. On a assez parlé pour aujourd'hui. À Au dans 2 revoir à semaines. tous, à dans 2 À dans 2 semaines. semaines. Bye bye. Bye bye. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.